À 4 mois de la biennale artistique et culturelle, la rencontre se multiplie au niveau du département en charge de la culture. Le ministre Mahmoud Daffé a rencontré hier la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou pour faire le point des actions menées et aussi solliciter son accompagnement. Le ministre a annoncé la création d'une commission ministérielle pour le suivi régulier des actions entreprises. Le Mali, à l'instar des autres pays africains, célèbre demain 10 août la journée de l'état civil. Manque de volonté ou d'information, le Mali est en tout cas en retard par rapport à l'enregistrement de la naissance, du mariage et du décès. Il est à moins de 90% le taux d'enregistrement. Dans ce reportage, Awa Adama Koulibaly nous édifie sur l'importance d'enregistrer le nouveau-né et la procédure à suivre. 9 août 1962, 9 août 2025, l'hymne national du Mali a 63 ans aujourd'hui, symbole de patriotisme et d'engagement pour son pays. Aujourd'hui, beaucoup ignorent ces symboles de l'État. Comment doit-on se comporter quand l'hymne est entonné? En cas de non-respect des principes, qu'est dit la loi? Élément de réponse dans le grand format de la rédaction. Très heureuse de vous retrouver pour ces 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je le disais, la biennale artistique et culturelle édition 2025 se tiendra en décembre prochain à Tombouctou. En prélude à ce grand rendez-vous, le département de tutelle multiplie les rencontres. Le ministre Mahmoud Daffé a rencontré hier la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou. Il s'agissait de lui faire le point des actions menées et solliciter par la suite son accompagnement sur le plan organisationnel. Des avancées sont enregistrées. Une commission ministérielle de suivi des actions sera créée très bientôt. Tchemoko Konati. C'est un grand événement culturel que la cité des 333 saints s'apprête à abriter. Il s'agit de la biennale artistique et culturelle édition 2025 dont les préparatifs s'accélèrent. Création des conditions d'accueil, d'hébergement des délégations régionales, réhabilitation des infrastructures de spectacle et mise en place des moyens adéquats de transport. Ce sont là quelques-unes des actions phares menées pour faire de cet événement une réussite totale. On va prendre une décision lundi pour la liste complète de la commission nationale parce que je crois que tous les partenaires ont envoyé leur nom déjà. Donc c'est une formalisation. On a installé un secrétariat permanent au niveau du mémorial pour que le travail se passe tous les jours. Parce que d'un côté, il y a l'urgence des infrastructures, notamment la salle de spectacle. Et là-dessus, on a déjà lancé l'appel d'offres. L'État nous a donné un budget pour carrément rénover cette salle-là. Cette rencontre d'information avec la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou se tient à l'initiative du ministre Daffé qui donne ainsi un caractère inclusif à l'organisation de la biennale. Ils ont déjà pris le devant. Ils sont en train de réhabiliter les salles. Et du côté du transport, tout ce qui est problème, il nous a déjà dit à quel niveau ils sont. Et je pense qu'avec notre concours et l'engagement des ressortissants, on va aller très loin. Avec les directives qu'on vient de prendre tout de suite avec le ministre, on va essayer de travailler. Une marque d'estime et de considération pour la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou, elle qui se propose de laisser ses empreintes en donnant un avant-goût de cette biennale. Ce sera à travers un lancement au Centre international de conférences de Bamako dont la date reste à fixer. Une cérémonie grandeur nature en perspective au cours de laquelle la culture de la région de Tombouctou sera revisitée conformément à la volonté du président de la transition. Si on est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à l'engagement personnel du président de la transition. Il a été très clair sur la biennale. En conseil des ministres, il a instruit le PM de suivre ça avec nous et le PM a créé au sein de la primature, on a une commission de 6 ministres qui s'est réunie chaque 2 semaines pour faire le point de la biennale. Sur proposition du ministre Daffé, se tiendra lors de la biennale un forum mondial des civilisations. Ce cadre d'échange aura pour thème dialogue, paix et prospérité partagée. Un autre point saillant du programme pour marquer l'ouverture de la région de Tombouctou vers d'autres cultures et civilisations. L'enregistrement de la naissance, du mariage et du décès n'est pas systématique au Mali. Certains sont en retard par manque d'informations, d'autres par manque de volonté. Demain 10 août, le Mali, à l'instar des autres pays africains, célèbre la journée de l'état civil. Une journée mise à profit pour inciter chaque citoyen à être reconnu par son état et cela commence dès la naissance. Le Mali est à 89,5% de taux d'enregistrement. Ce reportage vous édifie sur l'importance d'enregistrer le nouveau-né et la procédure à suivre. Awadama Koulibaly, Sidiki Koulibaly et Alkaou Traoré. Ne pas venir dire c'est mon enfant parce qu'il a mon oreille, il a mon nez, non.
Après son premier cri annonçant son arrivée, l'acte primordial pour l'enfant n'est pas une fête, mais la déclaration de sa naissance à l'état civil. L'enregistrement de l'enfant, c'est le premier geste de protection de l'enfant. Non seulement ça lui confère une identité juridique nationale, ça lui ouvre l'opportunité d'accéder à divers services sociaux. Pour s'en procurer, le processus est assez simple. Cependant, il faut une bonne dose de constance. Après l'accouchement, il y a le baptême. Le nom est donné à l'enfant et ils viennent au niveau du centre de santé pour donner le nom. Toute l'affiliation, le père, la mère, tout est connu et tout est acheminé au niveau de la mairie pour l'établissement du premier acte, qui est l'acte original, le volet 3. Mais le parent doit suivre. Ça peut être la maman, ça peut être un frère, ça peut être un père ou un oncle. En plus des mairies, des centres de déclaration existent même dans les coins les plus reculés, afin de rapprocher les services des usagers. On assure le maillage du territoire à travers 815 centres principaux, près de 400 centres secondaires, près de 8000 centres de déclaration, donc 4000 dans des structures sanitaires. Et ici même, on a ce qu'on appelle le centre spécial qui s'occupe de l'enregistrement des Maliens qui sont à l'extérieur. On a rendu le premier acte gratuit, donc c'est en faisant peut-être les copies que les mairies demandent 100 francs par acte. Passé le délai d'un mois après la naissance, la procédure devient complexe. Toutefois, une autre alternative s'offre aux citoyens. Quand vous n'avez pas d'acte, vous passez par ce qu'on appelle le jugement supplétif. Ensuite, si vous avez un acte qui comporte des erreurs, il y a ce qu'on appelle le jugement rectificatif. Je pense que les citoyens doivent savoir qu'ils doivent passer par ça pour rectifier leur acte, au lieu de passer tout de suite à falsifier les documents. Ce jugement supplétif, il faut des témoins pour attester que ils connaissent l'enfant. C'est un jugement qu'on fait en bonne et due forme. C'est acheminé au niveau toujours de la mairie pour l'établissement de l'acte. Le taux d'enregistrement au Mali était de 87,5% en 2018, selon le recensement général de la population et de l'habitat. Une légère augmentation a été observée depuis lors. En Afrique, plus de la moitié de la population n'est pas enregistrée. Le Mali a quand même... Et c'était un exemple quand il s'agit de l'enregistrement, parce qu'on a 89,5% de taux d'enregistrement. Malgré ce acquis, beaucoup reste à faire pour contrer les obstacles et également bénéficier des avantages. Les enfants migrants, les enfants qui sont en déplacement, ils sont sujets à plusieurs autres violations. En plus du recrutement, ils peuvent être arrêtés à tout moment. Et quand on est arrêté, il y a un âge de responsabilité pénale que tu ne peux pas prouver si l'enfant n'a pas d'excès d'acte de naissance. L'âge de mariage aussi est défini par ce document-là, où on peut prouver que l'enfant a l'âge pour se marier ou pas. Pour que vous et moi, on soit visibles vis-à-vis de l'État, il faut qu'on ait un acte. Si vous n'avez pas d'acte, vous perdez votre nom, vous perdez votre nationalité, vous perdez tout. L'enregistrement des actes d'état civil est un pilier indispensable pour garantir l'accès aux droits fondamentaux. Il y a l'identité juridique, il y a les droits électoraux, il y a les services de santé et aussi la protection sociale. Pour une meilleure fourniture de services, la digitalisation et l'interopérabilité entre les entités concernées sont en bonne voie au Mali. La Direction nationale de l'état civil possède des plateformes qui informent et orientent la population. Il y a eu une erreur sur l'extrait de naissance de mon petit-fils. Il faut que je vienne rectifier ça. J'ai mis sur Google Maps et puis ça m'a dirigé vers ici. Je suis né au Gabon, donc je suis là pour transcrire mon acte de naissance. J'ai pris les notes sur les réseaux sociaux. Ils m'ont dit de venir au niveau de Koulouba ici. Le mariage, le décès et bien d'autres sont également des actes d'état civil. Seulement, l'enregistrement de ces événements repose sur un premier document, l'acte de naissance. Il est au début et à la fin de tout processus.
Il réveille en soi la fibre patriotisme. Il exprime l'engagement et l'amour des pères de l'indépendance envers le Mali. Il s'agit de l'hymne national. Il a été adopté le 9 août 1962 par l'Assemblée nationale sous la Première République. L'hymne national du Mali a donc 63 ans, jour pour jour. Que ressentez-vous quand vous entendez la chanson en l'honneur du Mali? Quelle partie de l'hymne national vous incite au patriotisme? Élément de réponse dans ce grand format de la rédaction signé Alpha Maïga. Oui, je connais l'hymne national. Malheureusement, non. Je connais. À ton appel, Mali. Des avis divergents et pourtant, chaque citoyen malien doit connaître l'hymne national. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton dessein. Et tenez-vous bien. Le 9 août 1962, l'hymne national du Mali est officiellement adopté à l'Assemblée nationale sise à Bagadagui par 62 députés sous la Première République. Il est le symbole fort de l'unité retrouvée et de la souveraineté du pays. L'hymne national est un symbole parmi les symboles, mais un symbole d'une grande particularité, en ce sens que c'est l'un des symboles qui, assez souvent, lorsque un citoyen digne l'écoute, sent des vibrations qui lui montent de tout le corps et il profite en entendant ce son de l'hymne national pour magnifier justement la République, pour magnifier son appartenance à la nation, pour sentir combien il est lié à cette nation, pour manifester sa fierté d'être malien. L'hymne national, communément appelé le Mali Fassa, est un chant solennel que tous les Maliens doivent inscrire ça sur un tableau d'or pour se remémorer et pour prendre les serments, les engagements nécessaires pour la sauvegarde de la patrie malienne. L'hymne national du Mali est composé de 4 couplets et d'un seul refrain en fait. Après chaque couplet, bien sûr, il faut entonner le refrain. Et chaque couplet, en réalité, a son originalité. Rassembleur, combattant, guerrier, appel à l'unisson, appel à la diversité. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, résonne à chaque cérémonie, appelant au travail, à la solidarité et à la défense de la patrie. Quelle conduite à tenir quand on entonne l'hymne national du Mali? Ceux qui l'ont écrit, ceux qui étaient les premiers à l'intonner, à le faire vibrer, la conduite qu'ils ont tenue est une conduite simple. C'est-à-dire, ce sont les 2 pieds joints au niveau du talon, au niveau des orteils légèrement ouverts et une immobilité absolue. Les bras tendus le long du corps et les yeux rivés sur le mât, si ça se fait autour d'un drapeau par exemple. Tandis que nous assistons aujourd'hui, nous voyons des gens mettre les mains à la poitrine, quelquefois même les bras croisés, quelquefois même à ce que nous appelons le garde-à-bout cheval, cette position vraiment qui est très loin de ce en tout cas de la position, des premières positions qui ont été adoptées par ceux-là même qui ont écrit l'hymne national. Tant qu'il n'y a pas eu de texte qui dit la conduite qu'il faut tenir devant en intonnant l'hymne national, de notre point de vue, il faut garder l'immobilité absolue, être concentré sur l'hymne et toutes les valeurs qu'il dégage. On ne doit pas monter le drapeau avec l'hymne national. Du moment que le drapeau a sa loi et son décret de promulgation qui nous rappelle le 20 janvier 1961 et qui est plus âgé que l'hymne national. L'hymne national est créé par la loi numéro 62-72 du 9 août 1962. Donc voilà déjà la différence. Donc c'est 2 lois qui ne doivent pas être vraiment simultanément exécutées ensemble. Les paroles évoquent la fierté d'un peuple libre, prêt à se mobiliser, debout sur les remparts pour protéger et porter haut les couleurs du Mali. C'est une chanson tellement éblouissante. Quand tu l'entends, le cœur se fond directement. Ça fait penser aux bonnes choses qu'on a au Mali. Ça me donne la frisson, ça me donne chaud au cœur.
En entendant l'hymne, ça va au-delà de la nationalité. C'est comme si on sentait la présence de l'État à nous. À ton appel Mali, un élan patriotique en tant que Malien. Et ensuite, c'est un sentiment de panafricanisme qui m'anime chaque fois que j'entends l'hymne national du Mali. Cet hymne, véritable pilier de l'identité nationale, transcende les générations. Il rappelle chaque Malien son devoir citoyen. Unir ses forces pour le bien commun, bâtir une Afrique solidaire, honorer la mémoire des héros et viser un peuple, un but, une foi. Et quelle est la partie qui te plaît dans l'hymne national? L'Afrique s'élève enfin. Et surtout à ton appel Mali. Pendant cette période particulière, le pays a besoin de ses enfants. Tous au rendez-vous de l'honneur pour l'Afrique et pour toi, Mali. Debout sur les remparts qui réveillent mon orgueil panafricaniste malien. Chanter l'hymne, c'est vibrer d'espoir et d'espérance. C'est affirmer sa fidélité à la République et son engagement envers la patrie. Une interrogation cependant. En cas de non-respect de l'hymne national du Mali, que dit la loi? Que les citoyens autour du drapeau se mettent à chanter l'hymne national, qui se mettent à faire du bruit, à bavarder. Cet individu, bien entendu, s'expose à des sanctions, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 400 000 francs. À 63 ans, l'hymne malien reste un souffle inspirant. Invitation permanente à la citoyenneté et à l'amour du pays. Il incarne la force collective et l'attachement au symbole d'État qui forge la nation malienne. À chaque saison des pluies, certains y voient des désagréments, d'autres une opportunité. Parapluies imperméables, insecticides sur les trottoirs et dans les marchés, des petits commerces éphémères fleurissent et profitent de l'hivernage. Sous la pluie et dans le trafic routier, des vendeurs à la sauvette bravent le danger à la quête de l'air pitance. Résultat, les petits commerçants se frottent bien les mains. Notre reporter Bokari Koulibaly a fait un zoom sur ces commerçants saisonniers suivant son reportage. Quand la pluie s'invite, c'est souvent la panique, mais pour certains, c'est une aubaine. L'hivernage, avec ses caprices, fait aussi fleurir des petits commerces de saison. Parapluies, imperméables, insecticides, ces produits prennent soudainement de la valeur et les vendeurs, parfois occasionnels, n'hésitent pas à investir pour tirer leur épingle du jeu. dagelen bala a original u be ɲɔgɔn ɲɛ de bon i b'a dɔn feere garisɛgɛ de don dɔ la bon i bɛ se ka caman feere don dɔ la i tɛ caman feere mais o n'a ta bɛn samiya kɔnɔna tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi dɔ bɛ taa. samiya fɛ ni nin yɛrɛ tɛ mobili tɛ se ka boli ni san bɛ ka na bon ni san bɛ ka na sisan san yɛrɛ kɔrɔ an b'a feere ni san yɛrɛ bɛ na o de ka d'an ye kosɛbɛ parce que mɔgɔw b'a san jagosa a la a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ale de bɛ vitiri jɔsi bon an b'a di mɔgɔw ma danɔgɔ fana na. L'humidité et les flaques favorisent la prolifération des moustiques. Résultat, les répulsifs deviennent indispensables en cette période et leurs ventes explosent. ma famia e ka fara ninka ni fana bitende o fana bi marché ko sebe le fana ma famia e kame ni bituro ni ndé comme ni bituro wala ma famia tulumain. Pour les consommateurs, comme la météo changeante, ils s'adaptent aussi et achètent avec ces vendeurs à la sauvette. Pendant l'hivernage, comme moi je circule beaucoup en moto, donc moi j'ai payé ça juste pour me protéger en cas de pluie quelque part. Même au service, voilà, donc souvent on aura besoin de ça. Moi, je suis un agent de terrain, donc chaque fois je suis en ville. Du coup,
Quand il pleut, ça me protège, ça protège mes documents et tout et tout. Loin des grandes surfaces, ces petits vendeurs jouent un rôle discret mais essentiel. Ils répondent à des besoins urgents tout en tirant profit de la saison des pluies. Leur commerce, comme la pluie, ne dure pas, mais il tombe à pic au bonheur des consommateurs. Fin du forum des humanitaires des pays de l'AES. Les ministres en charge de l'action humanitaire réunis au sein de la Confédération des États du Sahel ont passé en revue les travaux des experts à la clé des recommandations pour une réponse commune aux crises, sauver des vies et renforcer la résilience dans la région. Bokari Koulibaly et Sidi Modibo Dambélé ont suivi les travaux des restitutions. Les ministres en charge de l'action humanitaire des pays de la Confédération des États du Sahel et d'autres pays invités se sont réunis pour écouter et analyser les conclusions des groupes de travail. Objectif, coordonner les efforts face aux urgences humanitaires et adopter une réponse commune aux défis qui frappent la région. L'objectif recherché, c'est de tirer les leçons de tout ce que nous avons vécu depuis plus d'une décennie dans le contexte humanitaire, aussi bien dans le Sahel en général et dans les 3 pays de l'AES. Nous avons présenté la situation humanitaire qui a donné une vue d'ensemble sur comment est-ce que nous vivons l'humanitaire, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan dérèglement climatique. Et le deuxième objet, c'est comment est-ce qu'on peut partager nos expériences. Après une journée d'échanges nourris d'analyses et de propositions, les travaux ont débouché sur plusieurs recommandations. La nécessité que tous les acteurs puissent rentrer dans une synergie de compréhension mutuelle pour travailler, de mettre de côté leurs spécificités, que les acteurs humanitaires comprennent bien que les situations sécuritaires exigent sûrement d'aménager les principes humanitaires compte tenu de certaines nécessités qui vont les obliger à avoir des restrictions, par exemple, des mouvements dans certaines zones, la liberté dans les zones où il n'y a aucun problème et aussi à être accompagnés dans les zones où c'est nécessaire qu'on les accompagne. Ces conclusions seront soumises aux gouvernants des différents pays afin de les orienter dans leurs différentes politiques. In fine, sauver des vies et renforcer la résilience des populations du Sahel. Et la cérémonie de clôture a eu lieu tout à l'heure. Le reportage de Youssouf Diakité dans nos éditions futures. Au Niger, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a annoncé dans un communiqué la dissolution des principaux syndicats du secteur de la justice. Une mesure forte motivée selon le gouvernement par des dérives répétées nuisant au bon fonctionnement du service public. Compte rendu Issa Ousmane et Abibou Abdourahmane. Depuis plusieurs mois, la justice nigérienne traverse une zone de turbulence. Un secteur censé incarner la droiture, l'impartialité et la légalité, mais qui, selon le gouvernement, s'enfonce dans une crise profonde alimentée par des pratiques syndicales jugées déviantes. Ce vendredi, c'est un coup de tonnerre institutionnel. 5 syndicats majeurs du secteur sont dissous par décret ministériel. Aujourd'hui, il est unanimement admis que les syndicats du secteur de la justice, que sont le syndicat autonome des magistrats du SAMAN, le syndicat indépendant des magistrats du Niger, le SIMAN, le syndicat national des agents de la justice, le syndicat des cadres de l'administration de la justice et l'union des magistrats du Niger n'œuvrent pas pour le bon fonctionnement du service public de la justice dans sa mission de défense de l'intérêt général, mais plutôt pour la promotion d'intérêts personnels qui tirent vers le bas ce service de régulation de l'État. La justice doit rester dans sa mission première, qui est de protéger, de décider et de sanctionner. Et la posture actuelle des syndicats n'est pas de nature à lui permettre de remplir efficacement cette mission, mise en péril par les agissements de toute nature observés ça et là dans la délivrance des services, dans le traitement des dossiers caractérisés par une lenteur excessive, en dépit de toutes les réformes effectuées et le respect des valeurs éthiques et morales. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
se veut catégorique. Ces structures, loin de défendre l'intérêt général, auraient priorisé des agendas personnels, favorisé le blocage des institutions et même protégé certains agents poursuivis pour des faits graves. Ces mêmes structures syndicales, usant de leur position, ont provoqué une réforme qui a totalement désarticulé la hiérarchie judiciaire par l'introduction d'un bonus d'échelon, sous-tendu par des attestations de service civique obtenues dans des conditions qui interrogent. Le ton est grave, l'accusation lourde. Des magistrats refusent d'occuper leur poste malgré le paiement de leurs frais de mutation, des greffiers organisant des pressions publiques contre des décisions judiciaires et des syndicats finançant la défense d'agents en situation de faute éthique ou pénale. Aussi, j'invite les magistrats à se ressaisir. Au Burkina Faso, 1309 nouveaux soldats du contingent 2024 du centre régional d'instruction de la première région militaire se sont présentés au drapeau hier à Kaya, une cérémonie qui intervient après 2 mois de formation intense pour ces nouvelles recrues issues des volontaires nationaux pour la défense de la patrie. Formation au cours de laquelle ces nouveaux soldats ont acquis des connaissances sur les différentes techniques de combat alignant théorie et à la pratique. Ces militaires sont désormais aptes à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Le reportage de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Du sang neuf pour défendre la mère patrie. Ils sont au total 1309 nouveaux soldats pour renforcer l'effectif de l'armée burkinabé dans la lutte pour la souveraineté et la reconquête de l'intégrité du territoire national. Ces nouvelles recrues sont ici officiellement présentées aux couleurs nationales. Le drapeau auquel vous avez l'honneur d'être présenté incarne à lui seul ce que vous aimez et ce que vous défendez. C'est le patrimoine de sueur et de sang que nous ont légué nos ancêtres. Il constitue pour tous le signe de ralliement dans l'unité pour le meilleur comme pour le pire. Après la présentation au drapeau, viennent ensuite les séances de port des épaulettes et la prestation de serment, et les voilà désormais aptes au métier des armes. Il faut aussi noter que dès qu'ils rejoindront leur corps, ils recevront une formation complémentaire et spécifique adaptée vraiment à l'environnement opérationnel dans lequel ils seront ultérieurement employés. Donc ces jeunes gens vraiment doivent renforcer les effectifs de nos forces armées pour vraiment des victoires certaines. Lors de la formation, ces nouvelles recrues ont acquis des connaissances sur les différentes techniques de combat. Ce que j'ai à leur dire, c'est de suivre les pas de leurs aînés et d'appliquer tout ce qu'on les a appris pendant la formation pour que tout se passe bien. Après 2 mois de formation intense, ces nouveaux soldats issus des volontaires nationaux pour la défense de la patrie sont déjà en mission, celle de défendre les intérêts de la nation jusqu'au sacrifice suprême. Cette cérémonie de présentation au drapeau s'est achevée avec ce défilé militaire des nouveaux soldats du contingent 2024 à Kaya. Les responsables du ministère de l'Agriculture tiennent la 3e session du comité technique du recensement agricole. Ils estiment que les résultats présentés sont satisfaisants car 38% des activités ont été réalisées. Ces résultats qui sont salués par le représentant du ministre de l'Agriculture et celui de l'élevage et de la pêche devraient être consolidés pour servir de boussole aux autorités dans la prise de décision. Batraouri. Les responsables de la cellule de planification statistique du secteur rural CPS-SDR avaient envisagé de mener un certain nombre d'activités conformément au plan d'action du comité de pilotage du recensement agricole tenu le 14 mars dernier. Ils sont réunis au cours de la 3e session du comité technique pour faire le point des actions menées sur le terrain en termes de surface d'exploitation agricole ou activités pastorales répertoriées sur l'ensemble du territoire national.
En termes de surface exploitable, en termes de résultats même, comme on l'a dit, on a un peu plus d'1 million de parcelles identifiées. Nous avons visé plus de 500 000 parcelles. Donc les superficies de ces 500 000 sont de l'ordre de plus de 2 millions d'hectares. Ces résultats obtenus servent de repère à la fois pour les activités agricoles et pastorales, d'où la satisfaction des responsables des départements concernés. Il est à retenir que les résultats obtenus à ce jour sont encourageants et la mise en œuvre du plan d'action validé par le comité de pilotage du 14 mars 2025 est en cours, avec 38% des activités réalisées, 38% des activités en cours et se rapportant aux travaux de collecte, 18% des activités non couvertes, notamment les travaux post-collecte. Il a noté que les 2 activités échues non réalisées sont l'organisation des comités dont cette session en fait partie. Au terme des 2 mois écoulés de cette seconde phase, il est opportun de faire le point des travaux de collecte et d'en instruire des orientations pour boucler cette opération. Donc je voulais vous inviter à examiner la situation par la cellule de planification et de statistiques du secteur de développement rural et de proposer des recommandations pertinentes pour l'atteinte de l'objectif qui consiste à faire en sorte que le recensement général agricole puisse atteindre les résultats escomptés. La réalisation de certaines activités qui sont toujours en projet devrait permettre d'enrichir le tableau des résultats d'ici à la prochaine session du comité technique prévue dans 2 mois selon les responsables de la CPS-SDR. Tenue de la 2e réunion du comité de pilotage du projet Nexus Environnement, Migration au Mali et renforcement des données relatives aux déplacements internes et transfrontaliers au Sahel. La cérémonie est couplée à l'atelier de restitution et validation nationale du rapport de l'étude sur les besoins et les opportunités socio-économiques des femmes en situation de mobilité dans les régions de Caï et Sikasso. Le projet est financé par la Belgique. Reportage Inaba. Cette 2e session du comité de pilotage du projet Nexus Environnement et Migration est une occasion de constater et d'apprécier l'ensemble des réalisations ainsi que les acquis du projet durant les 12 mois de mise en œuvre. Les réalisations de ce projet permettront de renforcer les efforts des plus hautes autorités dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle des migrants de retour, les PDI et les communautés hautes vulnérables, à la pacification de la transmasse, la cartographie des centres de formation à travers l'identification des centres de formation dans les filières de l'économie verte et les solutions basées sur la nature. La cérémonie est couplée à la restitution et validation nationale du rapport de l'étude sur les besoins et les opportunités socio-économiques des femmes en situation de mobilité dans 2 régions du Mali, qui sont Caï et Sikasso. L'objectif de l'étude est de comprendre les besoins spécifiques des femmes vivant dans les zones fortement affectées par les changements climatiques. Les résultats de cette étude, qui s'inscrit dans une perspective de soutien concret aux politiques publiques en matière de migration, de genre et de protection, mettent en exergue les nombreux obstacles auxquels ces femmes doivent faire face. Une situation particulièrement exacerbée, des conditions de travail difficiles, une absence de protection face aux violences basées sur le genre et des besoins criards en termes de soutien psychosocial. La vulnérabilité de ces femmes se trouve accentuée dans des contextes où les structures de protection sont souvent insuffisantes ou inaccessibles. Le projet Nexus Environnement et Migration est financé par la Belgique et mis en œuvre par l'OIM. Il est conçu pour aider le gouvernement à faire face à ces problèmes. Et dans le cadre du 31 juillet, journée panafricaine des femmes, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en partenariat avec le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali a tenu à Bamako une conférence sur l'engagement et la visibilité des femmes dans la recherche. L'objectif était de mettre en avant les contributions de femmes scientifiques et chercheuses à travers des témoignages et des présentations. Reportage Fantama Magnetao.
Chercheuses et scientifiques de tous les niveaux et de toutes les disciplines étaient au cœur de cette conférence sur l'engagement et la visibilité des femmes dans la recherche. Elle vise à discuter des défis et des opportunités pour les femmes dans les domaines scientifiques et à promouvoir leur pleine participation dans la recherche. Hommes comme femmes, tout le monde a droit à étudier, à apprendre et à s'intéresser à la recherche, à travailler avec les chercheurs, surtout les opérateurs économiques, les entrepreneurs, etc. Tous les pays qui ont pu se développer, on a travaillé avec les chercheurs, en étroite collaboration avec les chercheurs. Et on exprime ses besoins et c'est aux chercheurs maintenant, les universitaires, de se mettre au travail pour concrétiser, transformer ces besoins-là en réalité. Donc, on doit travailler ensemble, mais on ne doit pas attendre à ce que les chercheurs fassent aussi la recherche et viennent soumettre les résultats. Pour faire la recherche, il faut des grands moyens. Discuter des stratégies afin de promouvoir l'égalité des genres dans la recherche, notamment en matière d'accès à l'éducation, au soutien financier, tel est l'objectif visé par les autorités du pays. Cette conférence est la bienvenue et pour vraiment mettre en exergue les femmes enseignantes et chercheurs. D'abord la femme de manière générale, c'est-à-dire dans les systèmes éducatifs et de manière générale au Mali. Parce que les thèmes qui sont là, qui sont abordés, je pense que ça va permettre de motiver les femmes à s'intéresser beaucoup à la recherche. Cette conférence doit mettre en lumière les réalisations des femmes dans la recherche, les obstacles auxquels elles sont confrontées pour améliorer leur représentation et leur impact. La 4e édition de la Nuit de l'Union des journalistes et reporters du Mali, UJRM, a connu son épilogue hier soir au CICB. Plusieurs journalistes et reporters et patrons de presse ont été récompensés grâce à leur excellence au titre de l'année 2025. En marge de la nuit, dans la matinée, une conférence débat avait été animée sur l'apport et les dangers de l'intelligence artificielle dans les rédactions. La Nuit de l'UJRM est un espace qui célèbre l'excellence dans la pratique du journalisme au Mali. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. Pour cette 4e édition de la Nuit de l'Union des journalistes et reporters du Mali UJRM, c'est la télévision Chérifla qui remporte le prix du meilleur organe. Chérifla est suivi de Mali Web, de la radio Clédou, de l'Indépendant et du Bi-Hebdo Le Guido. La Nuit de l'UJRM vise à valoriser les journalistes et reporters et les patrons de presse exemplaires, mais aussi à promouvoir une gouvernance éthique dans les médias. En 4 éditions, la Nuit de l'UJRM, c'est 20 ordinateurs portables, une caméra, 2 dictaphones et une quarantaine de bourses d'études dans une université de journalisme et de communication qui ont été délivrées aux journalistes. L'un des moments clés de cette soirée est aussi la présentation officielle d'un rapport sur les conditions de travail des journalistes et reporters au Mali. Ce rapport n'est pas un simple bilan, c'est un outil de plaidoyer, un instrument d'alerte, mais surtout une boussole pour orienter les réformes à venir. Ça, c'est une très bonne chose. Je vois les jeunes reporters qui ont été primés. Je suis vraiment content de ça, donc c'est pour encourager les jeunes. A signalé que le prix Feu Daniel Dambélé, premier président des jurys des concours des Nuits de l'UJRM catégorie radio, est revenu à Mamadou Komina de la radio Karoual de Mopti. Pour le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Danté, il est temps d'organiser les assises de la presse pour donner à la presse malienne sa crédibilité. Il a invité les organisations professionnelles à être solidaires. Le Sénégal vient de le faire. Il ne s'agit pas de dissoudre, mais il s'agit plutôt de créer les conditions permettant à différents directeurs de publication patrons de se mettre ensemble. Ceux-là qui ont une vision commune en se dotant de lignes éditoriales. Auparavant, une conférence débat avait été animée par l'expert en communication Salif Sanogo et non moins parrain de la Nuit de l'UJRM sur l'apport et les dangers de l'intelligence artificielle dans les rédactions. Il y a certains journalistes qui écrivent leurs articles à partir de l'intelligence artificielle, mais qui écrivent souvent plus de 80% de leurs articles à partir de l'usage de l'IA, ce qui n'est pas conseillé, parce qu'ailleurs, les chartes qui ont été adoptées dans certains pays occidentaux ont dit qu'aucun journaliste ne doit dépasser plus de 15% d'apport de l'IA dans le cadre de la rédaction de ses papiers.
Mais même si vous utilisez 1% seulement, vous êtes obligé de signaler que cet article a été rédigé grâce à la contribution de l'intelligence artificielle. Les journalistes et reporters jouent un rôle fondamental dans notre société. Ils sont les yeux et les oreilles de la nation, porteurs des récits, témoins des réalités de terrain, garants du droit à l'information. Malgré cette fonction essentielle, il est regrettable de constater que beaucoup d'entre eux vivent et exercent dans des conditions précaires, sans protection sociale ni environnement professionnel digne. C'est pourquoi le ministère de la Communication attache une attention particulière à toute initiative visant à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes et à encourager les pratiques responsables dans les rédactions. Les prestations musicales de Pécha et de la troupe Les Villageois de Sikasso ont donné un éclat particulier à cette 4e édition de la Nuit de l'UGRM. 11 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe allouée par l'Union européenne dans l'exécution du projet de formation professionnelle pour la jeunesse du Mali. Il vise à renforcer de manière cohérente et concrète la formation continue, insertion, emploi. Il devra également accompagner les dynamiques multi-acteurs nationaux et locaux. Un projet qui se concentre dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et les districts de Bamako selon l'ancien découpage administratif et territorial. Adama Traoré. La jeunesse à l'honneur à travers le projet dénommé Chifunka Bara Sira, en français, les chemins des jeunes vers l'emploi. Les 10 projets de formation professionnelle pour la jeunesse du Mali visent à contribuer à une meilleure connaissance du projet et à un engagement des acteurs pour l'atteinte des résultats. Pour cela, 5500 jeunes seront concernés avec une parité garçons-filles, personnes en situation de handicap ainsi que les jeunes migrants de retour. Notre démarche repose sur 3 axes principaux. Le premier axe vise à améliorer l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins réels des entreprises. Il s'agira de travailler main dans la main avec le secteur privé. Le deuxième axe est consacré à l'accompagnement concret vers l'emploi ou l'entrepreneuriat. Nous souhaitons offrir à chaque bénéficiaire un suivi personnalisé en mobilisant des mentors, entreprises partenaires, ainsi que des solutions financières innovantes. Enfin, le troisième axe vise à renforcer les mécanismes de dialogue régional et de gouvernance partagée. Les cadres de concertation qui intègrent le secteur privé, comme le CRGB, seront utilisés comme un véritable espace d'échange, de prise de décision collective et d'action concrète, garantissant ainsi l'efficacité et l'inclusion de nos interventions. D'un coût global de 17 millions d'euros, soit 11 milliards de francs CFA financés par l'Union européenne, ces projets dont le lancement régional vient d'être effectué par les autorités locales à travers un atelier permettra d'établir une synergie entre les différentes parties prenantes afin de parvenir à une meilleure coordination des actions. Il n'y a pas de saut métier, il y a de sortes personnes. Nous demandons aux jeunes garçons comme filles de prendre au sérieux cette opportunité d'emploi afin que la région de Koulikoro puisse servir d'exemple à travers l'engagement de sa jeunesse. Il s'inscrit en parfaite cohérence avec les priorités nationales qui visent à garantir à chaque citoyen un accès équitable à une éducation et à une formation de qualité à travers un système inclusif, performant et ancré dans les réalités socio-économiques du pays. Le projet est mis en œuvre par l'Agence luxembourgeoise pour le développement, l'UXDEV, en partenariat avec le ministère en charge de l'entrepreneuriat. Au cours de cette session, une présentation du projet en diapo a été faite par les chargés de formation au sein du projet. Sa vision, ses objectifs, ses cibles, ses stratégies d'intervention, j'en passe. À noter que ce projet est prévu pour 54 mois. Il couvre les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso ainsi que les districts de Bamako. Avec moi sur ce plateau, Siragatou Sissé pour Sport Weekend. Bonsoir. Bonsoir, Baraki Sawatara. Tirage au sort compétition africaine des clubs saison 2025-2026. Le stade malien de Bamako et le Djoliba AC, nos 2 ambassadeurs sont fixés sur leur adversaire du tour préliminaire. En Ligue des
champion, le Stade Malien de Bamako est exempté de ce tour préliminaire. Il entre en lice à partir du deuxième et dernier tour prévu dans la quinzaine du mois d'octobre. Les Blancs de Sotiba affronteront les Centrafricains de l'AS Tempête Mokaf. Match aller à Bangui et le retour ici à Bamako. Si le Stade Malien de Bamako passe cet obstacle centrafricain, il croisera le vainqueur du match Fondation Bata de la Guinée équatoriale, FC Nouadhibou de la Mauritanie, pour y accéder en phase de groupe de la Ligue des Champions. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC, lui, est concerné par le tour préliminaire. Les Rouges seront opposés aux Nigérians d'Abia Warriors. Match aller en terre nigériane les 19, 20 ou 21 septembre. Le retour une semaine plus tard à Bamako. Si le Djoliba AC sort de ce piège nigérien, il défiera le vainqueur du duel USFA du Burkina Faso, AS Golé du Togo, pour jouer la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Tournoi UFOA féminin zone ouest A, l'USFAS a été ralenti dans son élan. Les Isfaciennes ont été battues 1-0 par les Sierra-Léonaises de Camara. L'USFAS avait gagné 2-0 en ouverture contre les Sénégalaises d'Aigle de la Médina. Le troisième match des Maliennes, 3 points au classement, est programmé lundi contre Determine Girls du Libéria. C'est une poule unique à 5. L'équipe classée première obtiendra son ticket pour la Ligue africaine des clubs champions. Et la Fédération malienne de handball a signé un partenariat gagnant-gagnant avec Ouagadougou Tonnerre pour le bonheur des pratiquants de la discipline. Oui, c'est une bouffée d'oxygène pour la Fédération malienne de handball et l'entreprise Ouagadougou Tonnerre. Les deux structures entendent revitaliser la pratique du handball à travers cette signature de partenariat d'EN. Alors, cette fois sur le plancher, l'USFAS Messieurs et le Sigui de Kai Dam sont sacrés champions du Mali saison 2024-2025. Nous y reviendrons en détail dans nos futures éditions. Merci Sregatou Sissi. Je vous en prie. Page noire de cette édition, l'ancien ministre Morifi Kone a été rappelé à Dieu, décès survenu le 2 août 2025 à Bamako. Homme d'État accompli, serviteur loyal de la République, M. Kone laisse derrière lui un parcours d'exception empreint de rigueur, de dignité et d'un engagement sans faille au service de la nation. Inspecteur des finances détaché auprès du ministère de tutelle, directeur administratif et financier à la CMSMECMA, directeur général adjoint de la Comatex, puis directeur général de l'OPAM. Il couronna sa brillante carrière en tant que ministre de l'Environnement et de l'Élevage. À chaque étape, il a su incarner l'excellence, l'intégrité et l'essence du devoir. Travailleur infatigable, homme de principe, patriote éclairé, il fut un repère pour plusieurs générations de cadres maliens. Son sens de la justice, sa droiture et sa modestie ont marqué durablement tous ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin. Ses obsèques ont eu lieu le 6 août 2025 à Bamako, dans la dignité, le respect et le recueillement. Que son âme repose en paix. Ainsi prend fin ce journal. C'était un réel plaisir de vous le présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il vous plaît, adieu. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples pour le Mali.